Bonjour chers amis, et bonjour à tous et à toutes. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude, nous allons parler de politique. Alors de politique, pas politicienne, c'est pas ce que je veux dire. On va pas parler de politique politicienne. Pas de politique politicienne, pardon. Tout d'abord, je tiens à vous dire un grand merci à tous ceux qui me suivent régulièrement. Ils sont peu nombreux. Enfin, je ne sais pas ce que YouTube donne, mais apparemment, il cache beaucoup de choses. YouTube, hein. On sait bien que YouTube n'aime pas certaines vérités, certaines choses dites comme ça à la volée, si je peux dire. Bon, je réfléchis à ce que je dis, hein. C'est pas ce que je veux dire, je le prépare. Mais YouTube n'aime pas. On a beau ne pas donner les noms de pays, il faudrait même pas donner le nom de ville, encore moins le nom de rue, ni le nom de quartier, etc. Il faut envelopper ça. Comme disait Labajon, il faut supprimer. Labajon est quand même mieux placé que moi pour ça, pour le savoir et pour l'avoir dit, puisqu'elle-même, elle s'était aperçue, alors qu'elle avait des millions de vues, tout d'un coup, elle est tombée à moins d'un million de vues, vous voyez. Donc elle a réfléchi, qu'est-ce qui s'est passé, et on lui a dit, ou alors elle a compris que il fallait pas donner le nom, alors bien sûr pas le nom des gens, surtout pas, ni des dirigeants, ni quoi que ce soit, mais pas le nom des pays, pas le nom des rues, pas le nom des quartiers, enfin vous voyez, le nom des villes. Bon bref, autrement dit, au lieu de dire Paris, on va dire la ville, je sais pas moi, du centre du pays des fromages. Bon bref, chers amis, merci en tout cas à vous, merci à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui sont nouveaux. Je les salue, je les remercie, ils ont fait le bon choix d'être sur cette chaîne. Et je les encourage à s'abonner, ainsi que les plus anciens d'ailleurs, hein, si ce n'est pas fait. Abonnez-vous, partagez, mettez un pouce, activez la clochette pour encourager la chaîne, la faire grossir, la faire grandir. Merci à tous et à toutes. Alors nous allons aujourd'hui parler, bien sûr, la suite des chefs d'État du pays des fromages. Alors avant tout, avant de commencer la Deuxième République, qui a eu lieu donc en 1848, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois bien, hein, je crois que c'est ça. Voilà. Alors en fait, la fin de la monarchie, donc Philippe Ier, donc vous vous souvenez, l'orléaniste, le roi orléaniste, le dernier roi, finalement a mis fin aussi à la légalité de nos lois. Il faut savoir, chers amis, que la Constitution était bien claire, faite par des francs-maçons, je vous rappelle. Je parle de la Constitution, non pas du Premier Empire. Je parle de la Constitution de 1789, avec l'accord de Louis XVI lui-même, alors encore roi, non plus de Pays des Fromages, mais des habitants du Pays des Fromages. Bon. Alors, en fait, la Constitution est très claire. Les mélanges il fallait séparation des pouvoirs, comme je vous l'ai dit. Et là, vous allez voir qu'on va tomber sur un magma de dirigeants qui vont rester quelques semaines, quelques mois au mieux. Mais voilà, il n'y aura pas de véritable dirigeant pendant les premières semaines de 1848. Alors, vous allez comprendre. Dans les premiers mois de la République, de février à décembre 1848, vous voyez, c'est très clair, hein, même pas un an. Combien? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 10 mois, soit jusqu'à l'élection présidentielle, les fonctions de chef de l'État sont exercées dans les faits successivement par... Alors nous commençons. Alors je vous ai dit ce que je pensais. Bon, j'y reviendrai un petit peu après. Alors d'abord, Charles Dupont de l'Eure. Qui était-il? Chef du gouvernement provisoire. Voilà. Le gouvernement provisoire de la République française est un gouvernement autoproclamé de tendance républicaine, mis en place arbitrairement après la Révolution de février 1848. Vous voyez, déjà, ils se prennent d'office le pouvoir sans même faire appel à aucun grand électeur, aucun bourgeois du peuple, on va dire, hein, en quelque sorte, destiné à gérer provisoirement l'État du pays des fromages jusqu'à l'élection d'une Assemblée nationale nouvelle. Alors nous n'allons pas regarder ça. Nous arrêtons à ce premier dirigeant donc du cabinet provisoire, hein, du gouvernement provisoire, pardon. Alors,
Jacques-Charles Dupont, dit Dupont de l'Eure, est un homme d'État du pays des fromages, né le 28 février 1767 au Neubourg et mort le 2 mars 1855 à Rouge, Perrier, c'est où ça? Figure de la République, il fut le témoin et acteur de trois révolutions, 1789, 1830 et 1848. Deuxième barricade, hein, je vous le rappelle. Les premières barricades, c'est durant les Trois Glorieuses. On en a parlé. Bon, voilà. Voilà qui était un petit peu cet homme. Bon, je ne vais pas être trop long parce que sinon on n'en sort pas. Ensuite, nous avons le second dirigeant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, François Arago. Dominique François Arago est un astronome, physicien et homme d'État du pays des fromages, né le 26 février 1786, oh là, 3 ans avant la Révolution, à Estage ou Estagel, je ne sais pas, dans le Roussillon, est mort le 2 octobre 1853 à Paris, à Lutèce, oui voilà, on devait dire Lutèce, et encore c'est un nom de ville, alors il faut faire attention, hein. Parce qu'en fait, quand on donne un nom de ville, de rue ou de pays, YouTube fait ralentir les algorithmes de la chaîne en question. Et donc, voilà, oui, ils grattent pour pas faire... Bon, je sais pas ce qu'ils font avec les algorithmes, mais bon. Président de la commission exécutive. Alors, la commission exécutive de la République française est un gouvernement éphémère de la Seconde République française du pays des fromages, composé de membres assumant collectivement et de manière égalitaire la charge de chef de l'État français. Arago en est la figure principale. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce que là, voilà. Ensuite, nous avons Louis-Eugène Cavaignac, non, pardon, c'est pas noble. Louis-Eugène Cavaignac, connu aussi sous le nom de Général Cavaignac, né le 15 octobre 1802 à Paris, ou Lutèce si vous préférez, est mort le 28 octobre 1857. Il n'a pas vécu très longtemps, lui, dans son château d'Ourme à Flers, est un général et homme d'État du pays des fromages. Alors, je vais revenir comment dire, sur deux, alors, gouvernement provisoire, voilà, on va y arriver. Alors, le gouvernement provisoire de la République dite du pays des fromages est un gouvernement, bon, je l'ai lu. Alors, gouvernement le 24 février 1848, vers midi, le roi Louis-Philippe Ier abdique en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, que voilà, qui ne régnera jamais. Ah si, non, il n'a pas régné, il a abdiqué lui-même d'ailleurs. Bon, enfin bref. Les tentatives de la... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Comte de Paris, le dernier prince royal du pays des fromages de 1842 à 1848, prétendant orléaniste au trône du pays des fromages de 1848 à 1873. Ouais, bon, c'est le nom de Philippe II. Louis-Philippe II, pardon. Alors, les tentatives de la duchesse d'Orléans, que voilà, pour le médaillon, de faire reconnaître son fils comme nouveau roi échoue devant l'hostilité des députés républicains radicaux. Le jour suivant, vers midi, une délégation avec Raspail, que voilà, un homme très important, François-Vincent Raspail, né le 24 ou 29 janvier, on ne sait même pas, 1894, à Carpentras, est mort le 7 janvier 1878 à Arcueil, et un chimiste d'Île-de-France, je rappelle, en Île-de-France, botaniste et homme politique du pays des fromages. À sa tête arrive à l'hôtel de ville de Paris pour réclamer l'établissement d'une république, donnant au gouvernement 2 heures pour la proclamer. Un peu plus tard, le chantage quoi. Le cas échéant, les ouvriers parisiens reprendraient la révolte. Ah, les ouvriers, oui, le carreta, vous voyez. On agite le carreta quand il faut, puis quand on n'a plus besoin, allez, circuler, dégager. Dès 15 heures, la Deuxième République est proclamée par Alphonse de Lamartine. Voilà la Deuxième République est proclamée par Alphonse de Lamartine. Voilà. Alphonse de Lamartine, de son nom complet Alphonse Marie-Louis de Prat de Lamartine, né le 21 octobre 1790 à Mâcon, est mort le 28 février 1869 à Paris, est un poète, romancier, dramaturge et historien du pays du fromage. Il est l'une des grandes figures du romantisme. Oui, bon voilà, effectivement, oui.
Vers 20h, un nouveau gouvernement est mis en place, le gouvernement provisoire. Dominique Départ, un coup d'état oratoire, discours sur la formation du gouvernement provisoire. Oui, c'est un coup d'état, évidemment, ça on s'en serait douté, hein, de toute manière. Un coup d'état oratoire, discours sur la formation du gouvernement provisoire, 24 février 1848, dans Édouard Casseslan et Hervé Touboul. Non, regard sur 1848, Besançon, presse universitaire. Bon, en fait, on sait bien que c'est un coup d'État, évidemment. Ils ont agité le petit peuple, on va dire, hein, les ouvriers, les saisonniers, comme je vous dis, le carreta. Le carreta, quoi, les gueux, voilà. Ce que notre Emmanuel à nous, en 2024, enfin il l'a fait avant, il appelait ça les gueux. Bah oui, oui. Enfin, il a appelé, il a pas dit en public, mais il l'a dit dans le. Bah, bon, beaucoup l'ont entendu. Les membres du gouvernement provisoire de 1848. Bon, voilà, on va garder ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir. Je reviens. Alors, je parcours rapidement. Composition du gouvernement, chef de l'État collectif. Oui, ils ont régné tous ensemble, hein. Comme pour la commission exécutive qui lui succédera. Le gouvernement de l'État est collégial, sorte de chef d'État collectif. Alors Jacques-Charles Dupont, on l'a dit, on va y revenir. Alphonse de Lamartine, ah, il était lui aussi, d'accord. Alphonse Crémieux, oui, bon. Louis François Arago, triste mémoire pour les Algérois, hein. Euh, Adolphe Crémieux, bon, enfin bref. Alexandre Ledru-Rollin, ah tiens, voilà un personnage que j'aime bien, enfin que j'aime bien. Alexandre Auguste Ledru-Rollin, né le 2 février 1807 à Paris, est mort le 31 décembre 1874 à Fontenay-aux-Roses. Oh, je connais bien cette ville. Et un avocat et homme politique du pays des fromages, Louis-Antoine Garnier-Pagès, que voilà. Louis-Antoine Pagès dit Garnier-Pagès, né le 10 juillet 1803 à Marseille, un peu cher, est mort le 31 octobre 1878 à Paris, en France. Et je suis de cette région, moi, hein, du côté de Marseille, hein, pour tout dire. Voilà, membre du gouvernement provisoire de 1848, maire de Paris en 1848, et membre du gouvernement. Bon, voilà. Alors, Pierre-Marie de Saint-Georges, Pierre-Marie Thomas Amable Marie de Saint-Georges, dit Marie, né à Auxerre dans l'Yonne le 15 février 1797 et mort à Paris le 28 avril 1870, est un avocat et homme politique du Pays des Fromages, membre du gouvernement provisoire de 1848. Armand Marrast, à ne pas confondre avec Marat, hein, qui sera assassiné dans sa baignoire, comme vous le savez. Armand, mais pas lui, hein, c'est pas de lui dont il s'agit. Armand Marie-François Pascal Marat, né le 5 juin 1801 à Saint-Gaudens, Haute-Garonne, et mort le 10 mars 1852 à Paris, est un journaliste et homme politique du pays des fromages. Louis Blanc, ah, Louis Blanc, voilà. Louis Jean-Joseph Blanc, né le 29 octobre 1811 à Madrid et mort le 6 décembre 1882 à Cannes, en PACA, hein, maintenant en Provence-Alpes-Côte d'Azur, est un journaliste et historien du pays des fromages, membre du gouvernement provisoire de 1848 et député sous la Troisième République. Ah, Ferdinand Flocon, ah, il a un beau visage, hein. Ferdinand Flocon est un journaliste et un homme politique du pays des fromages, né à Paris le 1er novembre 1800 et mort à Lausanne le 15 mai 1866. Pardon. Et Alexandre Martin, dit Albert, Alexandre Albert Martin, né le 27 mars 1815 à Bury, dans l'Oise. Alors l'Oise, ça regroupait toute l'île de France, y compris Paris, hein. Il n'y avait pas 16 départements, 91, 77, 75, etc. 93, 91, bon. Est mort le 27 mai 1895 à Mélo, dans l'Oise toujours, et surnommé ouvrier Albert A. Est un homme politique du pays du fromage, connu pour son engagement socialiste,
lors de la Révolution de 1848 et sera l'un des dirigeants du gouvernement provisoire. Bon, on a compris. Alors, les ministres, alors là, voilà, on va un petit peu voir rapidement, on va pas lire le nom, enfin le curriculum vitae de chaque ministre, hein. Nomination du 24 février 1848, président du Conseil des ministres, Jacques-Charles Dupont de l'Eure. Donc, ministre de l'Intérieur, Alexandre Ledru-Rollin, pardon. Ministre des Affaires étrangères, Alphonse de Lamartine. Ministre des Finances, Michel Godchaux, jusqu'au 5 mars 1848. Ministre de la Justice, Adolphe Crémieux, jusqu'au 11 mai 1848. Ministre des Travaux publics, Pierre-Marie de Saint-Georges. Je regarde quelque chose un peu pour cet homme-là. Ouais, voilà. Ministre de l'Agriculture et du Commerce, Eugène Bethmont, pardon. Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, Lazare Hippolyte Carnot. Né le 6 avril 1801 Saint-Omer, Pas-de-Calais, et mort le... D'accord. Bon. Ministre de la Marine et des Colonies, François Arago. Voilà. Nomination du 25 février 1848, ministre de la Guerre, Jacques Gervais Suavi, jusqu'au 20 mars 1848, après le refus du général Marie-Alphonse Berthaud. Nomination le 4... Bon, je vous laisse un petit peu éplucher tout ça, chers amis. Les différentes composantes du gouvernement. Bon, ce gouvernement est un compromis entre les différents partis, bien sûr, socialistes, républicains et autres, hein, qui ont renversé Louis-Philippe, évidemment. Un premier groupe est composé de républicains libéraux, liés au journal Le National. Le National est un quotidien français du Pays du Fromage, pardon, fondé en janvier 1830 par Alphonse Thiers, Armand Carrel, François-Auguste Mignet et le libraire éditeur Auguste Sautelet, qui en sera premier gérant pour combattre la seconde restauration. Voilà. Décidément, voilà, je vous laisse dire tout ça, chers amis. L'unanimisme républicain. Bon, ben voilà, la révolution surprise de février prend de court les hommes politiques et les autorités locales, les républicains de la veille. Voilà, bon, je ne vais pas trop m'étaler parce que c'est très long, hein. Le gouvernement à l'œuvre, bon voilà. Les élections d'avril 1848. Le gouvernement provisoire n'a proclamé que provisoirement la République, issue du soulèvement des Parisiens, les ouvriers, hein, comme je vous l'ai dit. Ah, c'est pas les bourgeois là, hein. Ah non, non, non. Ah non, les bourgeois se salissent pas les mains, enfin. Non, non. Ils ont fait la deuxième ou troisième révolution s'est faite, j'allais dire, entre guillemets, plus proprement que la première. La première, ça a été un petit peu un coup d'état et un coup de maître, hein. Mais bon, il fallait affamer le peuple et tout ça. Bon, là, vous avez compris. Principaux événements sur le gouvernement provisoire de 1848. Révolution à Paris, donc abdication de Philippe Ier, on l'a dit. Lamartine s'oppose à l'adoption du drapeau rouge. Ah oui, ça c'était les communistes, hein. La création d'associations ouvrières, bien sûr. Création des ateliers nationaux. Voilà. Les ateliers nationaux sont une organisation destinée à fournir du travail aux chômeurs parisiens. Après la Révolution de février 1848, ils sont sous le contrôle de l'État, évidemment, qui intervient directement en fournissant, organisant et payant le travail. Cette pratique dure 3 mois, de février à juin 1848, pour lutter contre le chômage. Bon, à Paris, manifestation des ouvriers, évidemment, du bâtiment et des travaux publics, place de l'Hôtel de Ville, pour réclamer un ministère du Travail et la journée de 10 heures par jour, hein, pas par semaine. Création de la commission du gouvernement pour les travailleurs, voilà, hein. Regardez, la commission du Luxembourg, etc. Ensuite, en mars, abolition du système du marchandage pour les embauches, diminution d'1 heure de la journée de travail, création de la commission chargée de mettre en œuvre l'abolition de l'esclavage. Ouais, bon, ça,
c'est une autre histoire, ce serait une autre discussion. Le suffrage universel masculin, alors les femmes ne votaient pas encore, bien sûr. Direct et décrété, convocation d'une assemblée constituante, d'accord. Bon, Michelet, que voici, Jules Michelet, né le 5 Fructidor en 6 à Paris, 6e arrondissement, et mort le 9 février 1874 à Hyères, dans le Var, et un historien du pays des fromages. Michelet récupère sa chaire du Collège de France qui avait été suspendue le 2 février précédent. Réouverture de la bourse de Paris, fermée depuis le 22 février. La garde nationale est ouverte à tous les citoyens. Ah oui, là, il n'y a plus de... Voilà. Abolition de la prison pour dette. Abolition des châtiments corporels en matière pénale. 18 mars, révolution à Berlin. Pour renflouer les caisses de l'État, Garnier-Pagès, qui c'est cet homme-là. D'accord. Institue l'impôt des 45 centimes, qui mécontente le monde rural, évidemment. Manifestation ouvrière à Paris pour obtenir le report de l'élection de l'Assemblée constituante. Les élections prévues initialement le 9 avril sont reportées au 25 avril. Bon, 23 avril, pardon. Bordeaux révolte contre les envoyés du gouvernement provisoire. Création du comité central des ouvriers. Bon, échec. Je vous laisse poursuivre. Avril, ce serait très long. Bibliographie, bon, ça y est, c'est bon, on a vu. On revient un petit peu en arrière, chers amis. Alors, on va aller ici. Alors, François Arago, président de la commission exécutive. Alors, qu'est-ce que la commission exécutive? Ben, c'est les ministres, hein, évidemment, le gouvernement. La commission exécutive de la République du Pays des Fromages est un gouvernement éphémère, là aussi, de la Seconde République française, du Pays des Fromages, pardon, composé de membres assumant collectivement et de manière égalitaire la charge de chef d'État. François Arago, qui en est la figure principale, la commission siège du 9 mai au 28 juin 1848, avant la désignation d'Eugène Cavaignac comme chef du gouvernement. Bon, maintenant, chers amis, regardez, origine de la commission exécutive, cette commission remplace le gouvernement provisoire, voilà, bon, oui. Enfin, c'est les mêmes membres, à peu de choses près, qui continuent, hein. Gouvernement provisoire, commission exécutive, bon. Membre de la commission, François Arago, vous voyez, Louis-Antoine de Garnier-Pagès, Alphonse de Lamartine, Alexandre-Auguste Ledru-Rollin, Pierre-Marie de Saint-Georges, enfin bon, c'est pratiquement les mêmes. Hein. Ministre de l'Intérieur, bon, je ne vais pas tous vous les donner, vous le voyez vous-même, chers amis, sur Wikipédia. Fin de la commission lors des journées de juin. Voilà, la commission exécutive est dissoute. Voilà. La commission exécutive, ne bénéficiant pas d'appui suffisant dans l'Assemblée constituante, laisse en fait gouverner celle-ci. Donc l'Assemblée constituante. Hein. Voilà. Article connexe, biographie. Bon voilà, chers amis, nous avons fait un petit peu le tour aujourd'hui, ce matin. Alors, on a vu l'Arago, d'accord. Maintenant, on va aller au dernier, peut-être. Non, attendez. Non, je ne vais pas revenir. Louis-Eugène Cavaignac, connu aussi sous le nom de Général Cavaignac. Bon, je l'ai vu, on l'a vu, hein. Carrière militaire, donc il est admis à l'école polytechnique. Ok, on revient en arrière, chers amis. Si vous voulez un petit peu en savoir plus, eh bien, écoutez, vous n'avez qu'à aller sur Wikipédia, pardonnez-moi, et vous passez du temps, si vous voulez, s'il y a un sujet qui vous intéresse. Allez voir, et puis faites-moi un commentaire si vous voulez que je traite de telle ou telle question. Alors, ce sera la majorité, bien sûr, de ceux qui m'enverront des commentaires, hein, bien sûr. Je ne vais pas aller au cas par cas, je ne pourrais pas. Alors, l'élection présidentielle de 1848 organisée pour désigner le président de la Deuxième République du Pays des Fromages s'est tenue le 10 et 11 décembre 1848. Alors, on va aller rapidement ici sur l'élection présidentielle du Pays des Fromages de 1848. L'élection de 1848, donc organisée pour désigner le président de la Deuxième République du Pays des Fromages, s'est tenue le
le 10 et 11 décembre 1848, je l'ai dit, et c'est conclu par la victoire écrasante de Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, ce sera le deuxième empire, pardon. Napoléon III, né le 20 avril 1808 à Paris, est mort le 9 janvier 1873 à Chislehurst, au Royaume-Uni, donc en Angleterre, est un monarque et homme d'État du pays du fromage. Il est à la fois, sous son nom de Louis-Napoléon Bonaparte, l'unique président de la Deuxième République, le premier... Ah bon, on va aller voir rapidement. Voilà. Le premier président de la République du pays du fromage, et après la proclamation de l'Empire, le 2 décembre 1852, le dernier monarque du pays en tant qu'empereur des habitants du pays des fromages. Troisième fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande, qui s'était d'accord. D'accord, Corse est mort de Toscane, à Livourne en Toscane, et un prince français. Bon. Roi de Hollande et d'Hortense de Beauharnais. Regardez la jolie peinture, le joli visage, vous voyez. Il n'est prince du pays, des habitants du pays du fromage. Bon, enfin, ses premières tentatives de coup d'État mal préparées, Strasbourg en 1836, Boulogne-sur-Mer en 1840, échoue. Bon, condamné à l'emprisonnement au fort de Ham, c'est où ça? Le fort de Ham. Ham est un château Ham, à l'extrême sud-est du département de la Somme, dans la région des Hauts-de-France, au début. Bon. Voilà un petit peu le grand Napoléon III, chers amis, naissance et famille. Troisième fils de Louis Bonaparte et, bon, on l'a dit, et d'Hortense de Beauharnais, le futur empereur voit le jour à Serulti, en Corse, je crois. Hein. Aujourd'hui, rue Laffitte, dans l'hôtel de la reine Hortense, détruit en 1899 à Paris le 20 avril 1808 à 1h du matin. Il n'est bon, voilà, etc. Voilà un petit peu le portrait de Napoléon III. Enfance et éducation. Voilà pour le premier président de la Deuxième République. Alors, président, cette fois non pas provisoire, hein, même si, bon, ben, je ne sais pas comment il finit, mais en exil, voilà, entre Rome et le château d'Arenberg. La loi du 12 janvier 1816, non, c'est pas ça, bannissant tous les Bonapartes du territoire du pays des fromages. Waouh! Et les oblige à céder leurs biens contraint l'ex-reine Hortense de Hollande, séparée de corps et de biens avec son mari, à s'exiler en Suisse, alémanique, ou bon bref. Marche chaotique vers le pouvoir, mort du duc de Reichstadt, après la mort du duc de Reichstadt, que voilà. Ah ben c'était Napoléon Aiglon, oui. On s'en souvient, je vous ai dit quelques mots. Louis-Napoléon apparaît comme l'héritier de la couronne impériale. Oui, bon, ça voilà. Tentative de soulèvement à Strasbourg. Ah, George Sand. Ah, j'aime beaucoup cette... Bon, enfin. L'homme qui a fait les équités de Strasbourg aura une fin misérable. Ah, George Sand, oh là là. Elle n'est pas tendre. Le 30 octobre 1836, Louis-Napoléon effectue ainsi une tentative de soulèvement à Strasbourg avec une poignée bombe. Louis-Napoléon vers 1836. Il était jeune. Retour en Europe. Échec de la tentative de soulèvement de la garnison de Boulogne-sur-Mer. 6 années de détention au fort de Ham, on l'a dit. Révolution française de 1848. Voilà, bon, ben, président de la République, puis prince-président. Oh, décidément. Les élections comparées, voilà. Veille des élections comparées
comparait désavantageusement à son oncle Napoléon Ier. La veille de la bataille d'Austerlitz, le candidat Bonaparte est caricaturé, manifestement ivre et revêtu d'un habit napoléonien, bien trop grand pour lui. Sur la table figurent des aliments au nom évocateur de ces tentatives malheureuses de soulèvement militaire, bon, etc. On va pas lire tout ça, hein. Voilà, et là c'est quoi ça? Encore une caricature sans doute, hein. Campagne présidentielle de 1848, au premier plan de jeunes colleurs d'affiches, à l'effigie de Bonaparte et de Cavaignac en Vienne aux mains, illustration publiée dans le périodique allemand Illustrierte Zeitung. Voilà, tous les deux, bon voilà. Voilà, chers amis, un petit peu le règne de Bonaparte, Napoléon III. Alors, comment finit-il? Comment laisse-t-il pouvoir? Confrontation avec l'Assemblée. Ah, évidemment, une Assemblée républicaine et socialiste. Ouais. Alors ça, c'est quoi ça? La chasse au ministre, Bonaparte offre vainement un portefeuille ministériel à diverses personnalités politiques, dont Thiers et Barrot, qui s'enfuient à toutes jambes. Ah, ils ne veulent pas du pouvoir, évidemment. Ils ne veulent pas de Napoléon, évidemment, ça, on aura compris. Expédition militaire de Rome et élections législatives. Une colonne du corps expéditionnaire France du Pays du Fromage est mitraillée par les défenseurs de la République romaine. Le 30 avril 1849, lithographie. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout ça, hein. Résultat des élections législatives du 10 mai 1849. Voilà un peu la carte, vous voyez. Voilà. C'est très bien représenté. Wikipédia font pas mal, les choses pas trop mal. Journée du 13 juin 1849 et suite. Ce crétin que l'on mènera, selon l'expression d'Adolphe Thiers, qu'il avait soutenu durant la campagne présidentielle parce qu'il croyait pouvoir l'utiliser en lui procurant de l'argent et des femmes, avant de le remplacer au terme de son mandat. Bon, enfin bref. La corruption, vous voyez, a déjà existé sous la République et même sous la monarchie, mais bon, surtout sous la République, hein. Premier voyage en province, voilà. Ah, le train, voilà. Sous Napoléon III, on voit la naissance du chemin de fer dans le pays des fromages, hein. En Angleterre, déjà, c'était fait. Inauguration du chemin de fer de Chartres par le président de la République, 5 juillet 1849, chers amis. Voilà un petit peu, voilà. Alphonse-Henri d'Hautpoul. Voilà. Je ne sais pas qui est cet homme, on va le lire, hein, je pense. Je sais pas, loi Fallou, ah oui, et loi électorale du 31 mai 1850. Alors je vous préviens, la vidéo va être assez longue, chers amis, hein, pardonnez-moi, mais je ne pourrai jamais avaler tout cela. Assis à table, Bonaparte est interloqué par tous les plats servis par Montalembert, Véron, Berrier, Montalembert, voilà, Montalembert, Berrier, Baroche, Fallou, loi Fallou, portant sur instruction publique et promulguée sous la Deuxième République, porte le nom du ministre de l'Instruction publique. Voilà. Électorale, regardez. Loi du 31 mai 1850, dite loi des Burgraves, est une loi du Pays des Fromages votée le 30 mai par l'Assemblée nationale de la Deuxième République et mise en place le 31 mai 1850 par le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, qui modifie la loi du 15 mars 1849. Voilà. Loi sur la presse. Voilà, la loi Fallou, hein. Non, la loi. Bon. Présidence. Regardez un petit peu là. On présente à Napoléon Bonaparte tous les plats.
Voilà. Alors, comment est fini notre Napoléon Bonaparte? Nouvelle loi sur l'enseignement. Ce sont les instituteurs qui reçoivent la férule, vêtus en ecclésiastique. Alfred de Falloux et Charles de Montalembert punissent un instituteur en le frappant sur la main. Caricature de la petite loi sur l'instruction ou loi Parieux. Estampe de Charles Vernier, 1850. Ensuite, Thiers, Berrier, Fauché et Mollet font goûter leur assez mauvaise cuisine électorale au pays des fromages les fricoteurs politiques caricature d'Honoré Daumier sur la loi électorale du 31 mai 1850. Alors là, c'est quoi ça? Première abdication de la nouvelle loi électorale dite des burgraves. Excusez-moi mes amis, j'attendais que ça sorte. Bonaparte se voit lui-même mis dans l'impossibilité de voter, puisqu'il n'a pas résidé continuellement à Paris depuis 300. Méchant, le gredin. Caricature de Charles Vernier, bon, là aussi, 23 mai 1850. Alors, revue de Satori et conséquences. Le 10 octobre 1850, alors je reste à Napoléon, après nous verrons. 1851, affrontement de, voilà, opposition contre le président et l'Assemblée. Alors, créé par Honoré Daumier, le personnage de Ratapol, qui c'est Ratapol? C'est un personnage fictif créé par Honoré Daumier en mars 1850. Bon, symbolise le butor partisan de la cause bonapartiste. Oh là là. Il va être renversé sans doute. Tentative de réforme constitutionnelle. Ah mais c'est long sur Charles de Maury, voilà. Marche vers le coup d'État. Alors, Charlemagne de Maupas. Voilà, vous voyez, c'est pas Charlemagne du 8e siècle, fils de Pépin le Bref. Si les rumeurs de coup d'État ont commencé à circuler au début de l'année 1851, c'est à partir de l'échec de la révision constitutionnelle que la certitude d'une épreuve de force dont l'initiative partirait de l'Élysée s'impose dans le grand public. Oh là là. Donc la source, vous voyez, Milza 2007, page 240. Celle-ci est minutieusement préparée à partir du 20 août 1851 à Saint-Cloud. Les initiés sont peu nombreux et regroupés autour de Charles de Morny. On y trouve Victor de Pessigny, un fidèle de Louis-Napoléon pourtant. Eugène Rouher, qui c'est ça? Eugène Rouher est un homme de loi, un homme politique du pays des fromages, né à Rion le 30 novembre 1814. Bon, je vous laisse découvrir. Voilà, on y trouve, d'accord, Pessigny, non, Eugène Rouher, Émile Fleury. Voilà. Émile Félix Fleury, voilà. Pierre de Carlier, le préfet de police de Paris et le général de Saint-Arnaud. Voilà. Achille Leroy de Saint-Arnaud, etc., etc., maréchal de France. Oui, à l'époque, il y avait des maréchaux. Enfin, après la période de bonapartiste. Conseillé par Morny, d'accord, Louis-Napoléon entend redemander à l'Assemblée nationale de rétablir le suffrage universel masculin et d'abroger ainsi la loi présidentielle. D'abroger ainsi la loi électorale de 1850, pardonnez-moi. Léon Fauché, qui refuse de soutenir l'initiative présidentielle, démissionne le 12 octobre, suivi des autres ministres du gouvernement. Ah ben d'accord, oui. Donc Morny démissionne avec les autres ministres, voilà. Coup d'État du 2 décembre 1851, voilà, la fin de l'Empire. Déroulement à Paris. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, les troupes de Saint-Arnaud prennent possession
de la capitale, occupe les imprimeries, notamment pour empêcher les journaux républicains de paraître. Et Gérard 1986, d'accord, procède aux premières arrestations de 78 personnes. Moi j'aurais dit individus, mais enfin bon, parmi lesquels figurent 16 représentants du peuple, dont Thiers, mais aussi les chefs de la montagne et des militaires comme Changarnier qui aurait pu mener une résistance. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Le coup d'État contre lui ou pour lui? Ah. Vers 6h30, des proclamations sont placardées sur les murs de Paris. Bon bref, voilà, le coup d'État a lieu, donc c'est en cours, c'est en gestation. Cavalier dans les rues de Paris, le 2 décembre 1851, leur officier confère avec des sergents de ville en bicorne. Regardez le bicorne, c'est ça, vous voyez. Tandis que deux crieurs de journaux vendent le quotidien bonapartiste. La Patrie. Voilà, le journal de Bonaparte. L'un des imprimés, exceptionnellement, sont interdits gravures. Bon, voilà. Ensuite, Alphonse Baudin, Jean-Baptiste Alphonse Victor Baudin, dit Alphonse Baudin. Barricade, oui, voilà, encore les barricades, hein, décidément. Victime du coup d'État, enterré dans une fosse commune du cimetière de Montmartre. Ah, j'avais jamais vu cette fosse commune à Montmartre, tiens. Le 4 décembre 1851, estampe anonyme musée Carnavalet. Un très joli musée. Si vous passez à Paris, allez le voir, il y a des pépites, c'est incroyable. Il y a des choses que vous allez découvrir sur l'histoire de votre pays, du pays des fromages, et tout ce qui a entouré les guerres, durant la monarchie, la royauté, enfin bon, l'empire, etc. Réaction en province, la nouvelle du coup d'État se diffuse progressivement. Ah oui, il n'y avait pas Internet, hein, à l'instar de Paris, les grandes villes réagissent faiblement. Bon, ils ont que faire, hein, ils ont la terre, bon. Les manifestations sont dispersées par l'armée à Marseille, Notre-Dame, Lille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Dijon. Quelques conseils, bon là. Répression. Alors oui, il y a bien exécution de deux prisonniers de Salerne, dans le Var. Il y a bien entendu une répression du gouvernement bonapartiste, hein, mais est-ce que cela va suffire? Non, bien sûr. Plébiscite conformément à sa proclamation au peuple, Louis-Napoléon rétablit ainsi le suffrage universel et convoque les élections hommes les 20-21 décembre, 10 jours seulement après l'élimination des derniers nids de résistance. Alors oui, il a quand même repris le pouvoir. Votant lors du plébiscite de légitimation du coup d'État. Voilà la belle gravure, vous voyez. Voilà, alors ça c'est quoi? C'est les cartes voilà, la carte d'électeur, vous voyez à l'époque, hein. Vous voyez, ça ressemble à ça. Voilà la carte d'électeur. Un résultat du plébiscite les 20 et 21 décembre 1851. Louis-Napoléon Bonaparte rétablissant le suffrage universel le 2 décembre 1851. Estampe de propagande. En sa faveur, sans doute, hein. Résultat du plébiscite. Alors c'est quoi? C'est ça, vous voyez. Vote de Paris, bon, la banlieue, etc. Marche vers le Second Empire. Voilà. D'autres décrets, organismes, bon, je ne m'arrête pas trop. Déjà, la vidéo est très longue, hein, vous avez compris. Regardez l'aigle, là.
empereur des habitants du pays des fromages, de 1852 à 1870. Où là, ce sera la fin de la Deuxième République, semble-t-il. Famille impériale, voilà. L'impératrice Eugénie et le prince impérial en 1857. Alors, un petit mot sur la princesse Eugénie, la dernière qui a épousé un Napoléon Bonaparte déjà plutôt jeune, mais très beau encore. C'était un très bel homme. Et Eugénie, une très jolie jeune fille, jeune demoiselle, pardon. Alors, elle lui avait dit, si vous voulez m'épouser, il faut mettre, si vous voulez me passer l'anneau au doigt, il faut passer par l'église. Oui, c'était une catholique, une fervente de l'église, de la religion chrétienne. Voilà, catholique. Hein. Personnalité de Napoléon III. Bon, on va pas s'attarder. Regardez, il est bel homme, hein. Regardez un petit peu. Daguerréotype de Napoléon II, pardon, pas 3. Portrait d'apparat de Napoléon III, si Napoléon III, réalisé en 1853 par Franz Xavier Alter. Voilà, j'ai du mal. Et là, Napoléon III et l'impératrice Eugénie photographiée. Alors là, c'est déjà, oui, il était encore jeune. Je vais vous montrer le portrait quand même, c'est beau à voir. Voilà, vous voyez, le chapeau de forme, comme je les aime. Ah, ils étaient plutôt jeunes là par contre. Hein. Voilà. Je ne sais pas qui est mort le premier, je crois que c'est elle, c'est l'impératrice Eugénie, il me semble. Je ne suis pas très sûr. En pratique, Napoléon III gouverne avec l'aide de deux organes officiels dont les attributions sont distinctes. Le cabinet particulier, sorte de secrétariat général du chef de l'État, et le gouvernement jusqu'en 1854. Le cabinet particulier est dirigé par Jean-François Mocquard, que voilà, est composé de fidèles. Le gouvernement est composé d'une dizaine de commis individuellement responsables devant le seul empereur irrévocable, tout autant selon sa seule volonté. Wow, wow. État de santé, voilà, là c'est Napoléon III, Napoléon III en décembre 1872 avant sa mort, donc depuis sa captivité à Ham, l'état de santé de Louis-Napoléon Bonaparte est fragile. Référence en saut 2008, cumulant rhumatisme, poussée hémorroïdaire, troubles digestifs et crise de goutte. À la goutte, c'est les reins. Hein. C'est le, je sais pas comment on appelle ça, mais l'empereur se rend annuellement en cure d'abord à Plombières. Regardez comme c'est joli. Puis à Vichy. Voilà Vichy. Faisant la renommée de ces deux villes. En 1861, les médecins décèlent chez lui un calcul vésical, responsable de nombreuses et fortes douleurs. Bon, enfin bref, voilà, on va pas s'étaler. De l'empire autoritaire à l'empire libéral, depuis l'histoire du pays des fromages contemporaine d'Ernest Lavis, un historien sans doute, hein, est un historien français du pays des fromages, fondateur de l'histoire positiviste et auteur de nombreux manuels scolaires, les manuels Lavis. Je ne connaissais pas cet historien. Élection législative de 1857. Alors, attentat d'Orsini, l'attentat de Felice Orsini contre Napoléon III devant la façade de l'Opéra le 14 janvier 1858 par Henri Vittori Romano 1862. Réforme constitutionnelle de 1862. Portrait de Napoléon III, atelier Nadar. Nadar, c'était l'un des premiers photographes et les plus prisés de l'époque. Hein. Élection de 1863, temps de réforme, alors voilà. Échec de la loi Niel, la succession de gouvernements nationaux durant la période, voilà. Napoléon III, portrait Turé,
par Alphonse Yvon, que voilà, un peintre, est un peintre du pays des fromages. Bon. Émile Olivier, voilà, à la suite des élections, Napoléon III accepte de nouvelles concessions, plébiscite de l'Empire libéral, voilà, politique intérieure. Bon, là, c'était un Napoléon déjà fatigué, hein. Voiture privée de Napoléon III qu'il utilise lors de ses déplacements sur le chemin de fer du pays des fromages, alors en plein essor. Regardez. On va prendre cette image, cette gravure, pardon, regardez, avec le drapeau, l'emblème, hein, Napoléon. Voilà, on arrive bientôt à la fin, chers amis. C'est un peu long, mais il est bon. Développement des sources de crédit. Remise en cause du protectionnisme. Alors l'influence des Saint-Simoniens sur la politique économique. C'est quoi les Saint-Simoniens? Bon, je n'ai pas trop regardé, hein. Comment on dit en action? D'accord, bon. Alors, ils fondent bien sûr sous Napoléon III la société à responsabilité, la société anonyme à responsabilité limitée, SARL. Bon, ça c'est des petits détails, hein, que vous prendrez soin, chers amis, de regarder. Exposition universelle, oui, 1889, oui. Oui, oui. La prince impériale, impératrice et les souverains étrangers à l'exposition universelle. Ah non, de 1867, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, oui, je confonds avec le centenaire de la Révolution, non, ça n'a rien à voir. 1867, oui, remettant au baron Haussmann. Ah voilà, Napoléon III remettant au baron Haussmann le décret d'annexion à Paris des communes suburbaines. Alors, qui est le baron de Haussmann? Le voilà, c'est lui. Le grand constructeur du boulevard Haussmann. Ce boulevard où vous avez beaucoup de magasins dans le 8e arrondissement, il semble bien. Voilà, regardez. Alors ça c'est Napoléon Bonaparte, vous l'avez bien sûr reconnu. Et là c'est le baron Haussmann. Alors c'est des barons, c'est des nobles à partir du premier empire, de l'empire, hein, je rappelle. Et non pas forcément, voilà. Alors, Ville d'Oiseau en 1863, des halles centrales de Paris conçues par Victor Baltard. Voilà Vincent Baltard. Dont il ne reste plus grand-chose de cet homme, de Victor Baltard. C'était un grand constructeur architectural, un peu du type Gustave Eiffel, hein. Mais lui c'est pour les palais, vous voyez. Et là, les grands halles, c'était ça à l'époque, hein. La Villette, c'était lui aussi. C'était Victor Baltard, il me semble. Le palais des Tuileries en 1853. L'architecte Louis Visconti aux côtés de Hector Martin Le Fuel. Voilà. Politique sociale, bon, on y va. Instruction publique. Ah non, Victor Duruy. On n'est pas encore à ce grand ministre que l'on verra plus tard. Je ne sais plus comment. Oh, je ne sais plus. On a son arrière-petit-fils qui s'est exprimé il n'y a pas longtemps sur les chaînes de télévision. J'ai Victoire Doblé, première bachelière française. Ah, le baccalauréat. Et je peux vous dire qu'à l'époque, le bac, c'était pas de la rigolade, hein. Mécénat et dons. Activité culturelle sous Napoléon III, essor de la photographie. Alors là, c'est Nadar, hein, l'un des tout premiers. Ce sera là aussi que les Lumière créeront le cinéma, je crois, hein, il me semble. Voilà, chers amis, je ne m'étends pas trop, je vais aller jusqu'au bout de sa vie, hein. Expédition lointaine et expansion coloniale, bon, ça, vous savez ce que c'est, hein.
La liberté à l'émir Abdelkader en Algérie, oui. Politique italienne. À son arrivée au pouvoir, Napoléon III hérite bien sûr d'un empire colonial modeste, comprenant la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, des comptoirs en Inde, oui à l'époque, hein, Saint-Pierre-des-Miquelon, Mayotte, l'Algérie, voilà, l'Algérie, ainsi que quelques autres îles, notamment en Polynésie française, du pays du fromage, pardon, ouais, bon. Napoléon III rend la liberté, bon. Réception de Napoléon III et Eugénie à Alger le 18 septembre 1860. Voilà. Napoléon III saluant les colons du pays des fromages et les Arabes depuis le balcon de la sous-préfecture de Mostagaden. Voilà Mostagaden. Là où le général de Gaulle, colonel en fait, dira je vous ai compris. Bon, enfin bref, ça, on en reparlera quand on sera à Monsieur de Gaulle. Napoléon III et Yoshinobu Takugawa. C'est long Napoléon III. Hein. Oh là là. Expédition au Mexique, du Mexique, pardon. Siège de Puebla, entrée du corps. L'archiduchesse Charlotte. Crise luxembourgeoise, voilà. Guillaume III, roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg, dit le gorille. Ah. Guerre franco-allemande, eh oui, 1870, voilà, qui précipitera, je crois, la chute de l'Empire. Capture de Napoléon III, voilà. Le 3 septembre 1870, l'empereur désormais prisonnier quitte définitivement le pays des fromages pour se rendre en Prusse et y être interné au château de Walmshaun. Napoléon III est le quatrième souverain du pays des fromages à être capturé sur un champ de bataille. Ah, il y en a eu 4. Ah bon, 3 avant lui. Chute du Second Empire. Voilà, le 4 septembre 1870, à Paris, la foule envahit le palais Bourbon, tandis que l'impératrice Eugénie se réfugie chez le docteur Thomas Evans. Voilà, bon, ben, dernières années en exil, fin de captivité, mais bon, Napoléon III en 1871, durant son exil. Déjà, vous voyez, il est plus tout jeune, voilà. Ça, sur son lit de mort. Voilà. Napoléon III sur son lit de mort, photographie de William Donway, 1873. Mort en exil donc. Hein. Attendez, j'ai pas vu le. Il a une croix, je crois. Non, une rose. Voilà, donc les problèmes de santé. Bon, ben, écoutez, voilà. Mort à inhumation. Une troisième opération est prévue plus tard. Bon. Une polémique. Par la suite, sa veuve. Ah ben non, l'impératrice Eugénie est morte après. Construit un mausolée à l'abbaye Saint-Michel. Saint-Michel, abbaye qu'elle avait fondée en 1881 à Fonborough, dans le sud de l'Angleterre, et où il repose depuis à ses côtés. Elle est décédée en 1920, oui, pardon, ainsi qu'auprès de leur fils unique, le prince impérial Louis-Philippe Napoléon. Napoléon Eugène Louis-Jean-Joseph Bonaparte, prince impérial dit Louis-Napoléon. Oh, c'est pas ouais. Ces réflexes de doigts là, ça m'agace. Considération militaire, bon. Oh là là, ça marche pas Internet. Ça me casse les pieds. Oh, c'est pénible. Hein. Ils n'arrêtent pas de chiffrer Windows, ils font que ça, chiffrer. C'est compliqué. C'est compliqué. Oh là 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 là.
Oh là là. Bon, après les dires sur lui, mort et inhumation, les considérations militaires, les gens de noir autour de Napoléon III, bon, ma foi. On a dit du bien et du mal de lui, hein, forcément. Caricature en recommandeur, vêtu d'une blouse d'ouvrier et coiffé d'une casquette à trois ponts, trois tentes de rafistolets, un pot de chambre, des ébréchés, la dynastie impériale, illustration satirique de qui au fait d'Henri de Lamar, d'Henri de Mar. Ouais, ils sont forts pour les Français, pour les caricatures. Voilà, chers amis, ainsi s'achève donc voilà le masque mortuaire, bien sûr, de Napoléon III. Le tombeau de Napoléon III, abbaye Saint-Michel en Angleterre, bien sûr. Statue équestre de Napoléon III réalisée par Francesco Barzagli, 1839-1892. Voilà. Buste de Napoléon III au musée Risorgimento di Salferino à San Martino, à Solferino, Italie. Bon, écoutez, voilà, chers amis, descendance, alors là, la descendance, Bah écoutez, on va peut-être voir ça demain. Non, non, mais non, on va s'arrêter là. Voilà, chers amis, j'ai un petit peu dit ce que j'avais à dire sur les premiers présidents de la République du Pays des Fromages de 1848. Alors, on a parlé de Napoléon III, définition du mode d'élection présidentielle de la République, bon, ça on l'a vu. Un président à l'américaine, les travaux, c'est quoi ça? Élection. Ah oui, c'était l'élection présidentielle. Bon, alors on va reculer, voilà. Bon, nous avons vu tous ces gens-là. Alors, avant demain de passer à l'étape suivante, au premier dirigeant, donc à partir de 1848, au président de la République française, donc là, 9 mai 1848, non, 24 février 1848. Ah, mais c'est toujours des dirigeants provisoires, oui, pardon. Le jeune Cavaignac, eh ben voilà, on les a vus. Second Empire, Napoléon III, bon, ça on l'a vu. Alors demain, on va voir les élections, comment se sont organisées les élections lors de la Deuxième République, le gouvernement provisoire de 1870. Demain, nous passerons ici. Donc, voilà, chers amis, donc je reviens à ma page d'accueil. Merci de m'avoir suivi. Ça a été un peu long, mais il est nécessaire de bien mettre les choses au clair pour bien se faire comprendre et surtout bien comprendre le déroulement de ce qui s'est passé depuis le premier monarque, le premier roi. Alors certains disent que c'est Clovis, moi je dis que non. Mais de toute façon, en plus Clovis n'était pas baptisé, enfin bon, passons. Jusqu'à la Révolution. Ensuite, on a vu bon, les Mérovingiens, les Capétiens, tout ça. Et là, nous en sommes à la Deuxième République, gouvernement provisoire, collectif. Hein. J'espère que ça vous a plu, chers amis. J'espère de ne pas vous avoir trop ennuyé. Je vous souhaite d'être heureux en famille, d'être heureux sur votre lieu de travail. Et n'oubliez pas que la vie est belle. Et puis, ma foi, aimez vos enfants, aimez vos parents, grands-parents, aimez vos amis, partagez de bons moments ensemble. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.